4, 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chloé. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Bienvenue au cœur des profondeurs de l'océan avec cette incroyable exposition immersive. Si vous vous réveillez, si vous ouvrez les yeux, eh bien vous avez ces images qui vous racontent la faune aquatique. Nous sommes à l'Atelier des Lumières à Paris, un centre d'art numérique qui nous fait découvrir le poumon bleu de la planète. Alors cette planète si fragile, si belle, que nous allons vous raconter durant 19 heures de direct, Chloé. Effectivement, Françoise, nous donnons le coup d'envoi ce matin de la piste de la francophonie pour la planète. Une émission exceptionnelle à travers les 5 continents, 17 villes du monde seront au rendez-vous avec une seule ambition, alerter sur l'urgence climatique, mais aussi et surtout vous présenter des initiatives locales du monde francophone, ces femmes, ces hommes qui se battent au quotidien pour trouver des solutions. Alors, nous irons à Dakar, à Athènes, à Montréal, à Victoria, aux Seychelles, à Monaco, mais aussi à Bruxelles, à Bâton Rouge en Louisiane, à Genève et dans tant d'autres destinations. Une émission alors même que TV5 Monde souffle ses 40 bougies, 40 ans au service de la francophonie et de ses valeurs. Et pour vous réveiller tout en douceur, nous allons avoir sur ce plateau la rencontre avec une femme exceptionnelle. Elle a l'habitude de danser dans une nature sauvage, des milieux extrêmes même, de la banquise au sommet des volcans, de la haute montagne jusqu'au désert. Elle porte un message, nous ne faisons qu'un avec la nature, notre environnement, notre planète. Elle s'appelle Jeanne Morel, elle a accepté de danser pour vous ce matin dans cet écrin, une escapade sous-marine plongée au cœur de cette odyssée grâce au regard du photographe Brian Skerry sur la musique Love de Sofiane Pamar. Jeanne Morel. Jeanne Morel, vous nous rejoignez tout de suite si vous voulez bien. En attendant que vous reveniez près de nous, on va découvrir peut-être des images de vous qui dansiez dans des endroits absolument incroyables, comme le disait Chloé tout à l'heure. On vous voit là au sommet, en très haute montagne, hein, sur des cimes. On va également vous découvrir dans d'autres lieux naturels.
Vous dansez, on le disait, dans des milieux extrêmes. Oui. Merci Jeanne Morel de nous avoir rejoints. Merci à vous. Et merci de nous avoir offert cet instant de poésie. Vous parlez souvent de cette fragilité de l'être humain que vous connectez à cette nature qui nous abrite, cette nature si fragile et que l'on détruit. Mais d'où vous vient cette inspiration? Écoutez, je crois qu'on a le droit d'être fragile, tous à notre manière. La Terre l'est aussi. Et à la fois, elle a une immense force. Et on l'a aussi en nous, cette force-là. Je crois que j'ai besoin de me connecter à cette nature-là pour exprimer mes émotions les plus profondes. Et puis, peut-être pour dire, oui, ce message qui me semble essentiel. On n'est pas éternel, la Terre non plus. Et si on ne la protège pas maintenant, demain sera trop tard. On parle d'éphémère, en fait. Et qu'est-ce qui est si vulnérable chez l'être humain et de si commun avec la vulnérabilité de la planète? Mais je crois simplement le fait d'être vivant. C'est à la fois extrêmement magique et puis un peu vertigineux. C'est fragile, la vie. C'est court à l'échelle de l'univers. Et je crois que c'est important d'en voir toute la poésie au lieu de peut-être nous cantonner à nos conflits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient essentiel d'utiliser votre art comme vous le faites pour arriver à sensibiliser le grand public? Je ne sais pas si c'est essentiel. Pour moi, ça l'est. C'est nécessaire de danser dans cette nature-là. Mais oui, il me semble que peut-être au lieu d'être dans un univers de chiffres, la poésie peut emmener toute sa part de réel aussi. Jeanne, vous adorez mélanger les disciplines artistiques. Hein. Vous mélangez la danse, le numérique, là on le voit ici, hein, la philosophie, la science. Vous dansez même en apesanteur. Hein. On a vu des films dans lesquels vous avez dansé au Centre national d'études spatiales et à l'Agence spatiale européenne. Pourquoi est-ce si important pour vous, dans votre engagement, d'associer tous ces champs de la créativité? Peut-être que nous ne sommes qu'un finalement. Enfin, peut-être que tous ces champs sont les pôles, les continents d'un même monde. Je crois que l'art et la science ne sont pas antinomiques, la philosophie encore moins. Pour moi, la danse, c'est l'allégorie du vivant. Et puis l'art numérique, au milieu de tout cela, que je fais avec mon associé et compagnon Paul Marlier, je vois cet art comme peut-être les petits hiéroglyphes d'un monde contemporain qui permettent de traduire l'invisible. Paul prend mes données biométriques, les battements de mon cœur, ma captation cérébrale, le taux d'oxygène dans mon sang. Il prend aussi les données du vent, les données de la terre, et il en fait des œuvres. Et finalement, c'est montrer l'absolu immatériel, c'est peut-être pérenniser aussi ces instants de grâce, pas seulement ceux de la petite danseuse fragile qui danse, mais aussi la grâce des volcans, de la banquise, etc. Donc c'est un message commun avec tous ces petits médiums qui en font un langage. Et quel est le message derrière? Qu'est-ce que vous voulez dire au monde qui vous regarde? J'aimerais dire de penser à la paix, en fait, je crois. Si on arrive déjà à faire la paix avec soi-même, avec les autres, le plus important, c'est peut-être de faire la paix avec le monde dans lequel on habite. Et pour ça, il faut travailler sur soi. On n'est pas exemplaire, on n'est pas obligé de l'être. Mais si on s'arrête 5 minutes dans nos vies et qu'on pense à ça, qu'on se dit finalement, oui, cette terre-là, c'est ma maison. L'astronaute Jean-François Clairvoy, qui est le parrain de nos recherches, dit que c'est peut-être la plus belle danseuse. Elle tient en équilibre grâce à la gravité, elle valse dans l'univers. Si on prend un peu de recul, le message c'est ça, prenons du recul et vous avez le à la sentiment aujourd'hui qu'on est déconnecté avec cette nature, que c'est nécessaire, comme vous le montrez, de pouvoir se relier à elle, se reconnecter à elle? Oui, je crois surtout dans nos vies citadines, mais à la fois j'ai la sensation que on a envie de s'y reconnecter. L'être humain n'est pas aveugle, mais si on pense à Platon, à la caverne, j'ai toujours eu la sensation que c'était la culture qu'on oubliait derrière et qu'on était en fait enfermé dans notre grotte. Mais j'ai peur que ce soit aujourd'hui la nature à qui on tourne le dos, parce qu'on est omnubilé par d'autres choses. Et en réalité, cette nature, c'est la vie et c'est notre vie.
Alors vous dites aussi souvent, on est dans un vaisseau, le vaisseau Terre. Et vous voulez embarquer tout le monde, vous, dans ce vaisseau, et même parfois des publics un peu inattendus. Vous qui dansez, qui vous exprimez avec votre corps, des publics qui ont parfois des difficultés à parler avec leur corps. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est tous passagers de ce vaisseau-là. Il n'y a pas de premier danseur. Il me semble que si on est tous nés, on est singulier, on est là, Et je n'aime pas beaucoup la compétition. Et cette idée qu'il y aurait des gens plus importants que d'autres. On est tous passagers actifs. Ensuite, moi je danse, c'est mon langage, c'est peut-être plus facile que les mots parfois, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas danser, des personnes en situation de handicap, et j'aime beaucoup danser avec elles. Je crois qu'on peut danser dans sa tête, on peut danser avec une seule main, on peut rêver qu'on danse. Et c'est pour ça que tout ce travail scientifique avec les capteurs permet aussi de révéler des danses internes, les danses de chacun. Et quel est votre public, Jeanne Morel ? Je ne sais pas, je vous le demande. Je crois que c'est des gens qui, si je le sais un peu, mais je crois que c'est des gens qui ont envie justement d'aller bien avec ce qui est. Et c'est difficile, et le monde, si on parle de gravité, le monde est de plus en plus grave. Mais la légèreté existe, elle n'est pas péjorative. Et je crois qu'on a besoin de légèreté, et beaucoup de gens en ont besoin. Oui, parce que l'histoire est belle, en fait, sur la façon dont vous êtes fait connaître auprès du grand public. C'était au moment du Covid, au moment des confinements. Oui. Vous avez réussi à créer du lien avec tous vos voisins, finalement, que vous ne connaissiez pas vraiment, mais vous dansiez pour eux quelque part sur le balcon. Certains mettaient même des miroirs, j'ai pu lire, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ça, en fait, lorsque vous faites aussi ces danses-là dans la nature, c'est un moment pour recréer du lien avec tout le monde. Oui, je crois. Recréer du lien avec la nature elle-même, finalement. Plus je travaille avec les non-humains, plus je me connecte à l'humain aussi. Plus j'ai dansé dans la nature seule, plus j'ai aussi compris que on avait cette beauté-là en nous aussi en tant qu'être humain. Et oui, au moment du confinement, c'était assez merveilleux parce que je me disais, mais est-ce que c'est ma place? Est-ce que l'art a sa place à ce moment si grave? Et puis je suis sortie sur mon balcon, j'ai dansé et finalement les voisins sont sortis. Tous les soirs, on regardait, un monsieur a joué du piano, une petite fille dansait dans l'immeuble en face. Et un jour, le dernier jour, mes voisins qui étaient assez âgés ont mis un petit nœud papillon, se sont habillés comme pour aller au théâtre et sont assis. Et je me suis dit, voilà, la danse, c'est ça aussi. Alors justement, vous vous exprimez cette façon de se reconnecter à la nature dans des milieux extrêmes, des paysages incroyables. Et vous, Julie Gauthier, c'est à travers cet environnement que l'on voit aujourd'hui, l'océan. Vous le connaissez très bien, ses profondeurs. Vous êtes apnéiste, je le rappelle, mais surtout vous êtes réalisatrice sous-marine. Donc c'est un environnement que vous connaissez particulièrement bien. Et on a vu la performance de Jeanne Morel dans cet environnement-là qui a donné beaucoup d'émotions. Est-ce que vous aussi, vous voulez transmettre ces émotions à travers vos films, et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en apnée pour réaliser ces films? Alors justement, le seul but de mes films, c'est ça, c'est de transmettre de l'émotion et particulièrement de transmettre les sensations qu'on a quand on est dans l'eau. Parce qu'on y est tellement bien, on y voit tellement des choses extraordinaires que c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Et je trouve que l'image, le mouvement, est la plus belle des manières de pouvoir transmettre, puisqu'en plus c'est un langage universel. On va découvrir, Julie Gauthier, l'extrait d'un film que vous avez réalisé pour alerter sur la pollution plastique. On regarde cet extrait, c'est un extrait de Bakélite, ce film que vous venez de terminer. On regarde cet extrait.
avec l'extrait de ce film, on est à la fois sous le charme de votre danse, de ce milieu aquatique, mais en même temps on est frappé par ce combat que vous menez dans ce film, que vous engagez avec ce monstre de plastique. Quelle est l'issue du combat ? Elle est positive, bien sûr. À la fin, il y a toute une horde d'humains finalement qui viennent aider, qui viennent soutenir cette petite naïade, donc cette danseuse. Le message, c'est que ensemble, on est plus fort et que si chacun fait sa part, on arrivera à soulever des montagnes de plastique. Vous gardez cet optimisme en vous, malgré ce que vous voyez, vous, sous l'eau ? Il faut être optimiste et en fait il faut juste faire ce qui est possible. Il faut faire de son mieux et je pense qu'on est à une époque où on peut plus se permettre de penser à l'impact. Du moment qu'on a un impact positif, il ne faut pas s'occuper du résultat, il faut foncer et il faut faire ce qu'on pense être bien. Alors vous vous mobilisez depuis longtemps, Julie, pour justement faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour les océans, pour notre planète, c'est quand même notre poumon bleu. Est-ce que vous avez la sensation que les films que vous êtes en train de créer font écho à une mobilisation citoyenne qui est déjà en mouvement, ou justement c'est en train d'en créer une? C'est pour faire parler davantage et inciter les Français à se mobiliser. Ce que j'espère en fait, c'est que mon travail, qui est un peu particulier et différent, qui sort, on va dire, du cadre de quelque chose de très centré sur l'écologie, puisse attirer des gens justement qui ne sont pas déjà sensibilisés à la cause. Et je pense que c'est ma seule force, on va dire. Il y a tellement de choses qui sont faites, on est nombreux. Il y a une vraie conscience qui est en train de s'élever. Mais voilà, j'espère qu'avec mon travail, qui est vraiment purement artistique, je puisse attirer d'autres personnes qui aient pas déjà en fait cette sensibilité. Mais d'où il vous vient cet engagement ? Moi, je suis née dans les îles depuis toute petite. Je suis hyper proche de la nature. Je suis dans l'eau depuis toujours. Donc, c'est un milieu qui me tient énormément à cœur. Je suis une amoureuse de la nature, une amoureuse des animaux. Et donc, forcément, en grandissant et quand on voit qu'on a un impact sur les gens, on essaie de prêcher la bonne parole et de faire en sorte que tout le monde nous suive au maximum. Et cette danse sous l'eau, d'où vous vient-elle ? Ma mère est prof de danse. Ma mère était danseuse professionnelle. Et mon père chasseur sous-marin. Donc, je suis pas allée chercher très loin. J'ai mixé les deux. Et la caméra, puisque je voudrais rappeler que, en fait, vous avez dansé, vous êtes fait connaître aussi, parce que vous avez dansé pour Beyoncé, vous avez dansé pour une autre chanteuse française, Zazie, dans un de ses clips. Mais comment êtes-vous arrivée à ce métier de réalisatrice sous l'eau en apnée, parce que ça vous donne une agilité qu'on n'a pas, par exemple, avec des bouteilles de plongée. Alors, je suis donc apnéiste à la base, danseuse, et un jour, en fait, on m'a juste mis une caméra entre les mains, et ça a été un hasard total. Et j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Free Fall, et qui a fait un buzz international, mondial, extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, waouh, j'ai plus envie de chercher la performance, parce qu'à un moment, j'étais apnéiste professionnelle, donc je faisais vraiment de la compétition. Et il me manquait ce rapport vers l'extérieur, ce rapport vers le monde marin, et cette capacité à ramener quelque chose à partager du milieu marin. Et donc l'image, ça a été une révélation. Voilà comment utiliser ma capacité à être dans l'eau, ma fluidité, parce que j'ai une manière de me mouvoir dans l'eau qui est quand même assez particulière, du fait d'être danseuse, qui fait que ça se transmet à l'image et que j'arrive finalement à captiver une audience. Jeanne, peut-être, vous connaissiez le travail de Oui, bien de sûr. Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Je voulais juste revenir sur deux choses qui me semblent tellement essentielles dans la parabole que vous dites, que vous dansez. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que que chacun a envie de faire et qu'il ne faut pas penser à l'impact, mais plutôt au faire, justement. Et je crois que c'est tellement juste avancer ensemble, en fait. C'est peut-être la fin de Bakélite, comme vous le disiez. Et puis aussi le fait que finalement, la poésie peut emmener un autre message écologique qui permet peut-être de tendre la main à plus de personnes. Bravo pour votre travail. Merci. Il y a tellement de sensibilités différentes dans le monde. On peut être attiré par des chiffres, on peut être attiré par des faits, on peut être attiré par plein de choses différentes. Donc à partir du moment où on apporte quelque chose de positif au monde, il faut le faire. Et voilà, ma manière, moi, c'est la beauté, c'est la poésie, c'est le cœur. Donc il faut pas hésiter, il faut vraiment se lancer à ses propres capacités. Bien sûr, moi je viens de la montagne plutôt, donc moi je danse dans la neige, dans la montagne, sur les volcans, un peu sous l'eau aussi.
Mais je crois que cette connexion qu'on ressent, comme vous sentiez enfant dans les îles, moi enfant dans la montagne, elle est presque sacrée en fait. C'est des éléments qui sont un peu des temples pour nous et on a envie de les traduire et de les donner au monde en fait, je crois. C'est un état qui semble pas tellement naturel pour nous. Donc on a envie de reconnecter l'humain à son milieu naturel. C'est juste un message de dire c'est de là qu'on vient, réveillez-vous et ouvrez les yeux, retournons ensemble dans notre milieu naturel. Et on y a tous notre place. Merci beaucoup Merci Jeanne Morel, merci Julie Gauthier pour avoir partagé avec nous déjà ces moments de grâce et puis surtout vos mots sur cette protection de la planète et son intérêt absolu à la protéger. Alors on a vu avec vous qu'on pouvait parler justement de protection de la planète avec le corps, mais on va découvrir un autre langage, celui des mots. L'amour des poètes, de la rythmique des rappeurs français l'ont inspiré. Soyez attentifs à l'écoute de l'hémophile. Il a 24 ans. Il va nous interpréter son titre « Pétrole », porté par une composition puissante du pianiste et beatmaker Martin Vigne. La nuit arrive dans le silence, mais elle n'annonce pas la fête. Le soleil se couche dans des draps blancs, pas sûr qu'il se réveille. La fin du monde dans la glace s'apprête, elle met du rouge à lèvres. Elle nous donnera le dernier baiser, celui où le cœur s'arrête. C'était un de ces soirs où on ne s'endort plus, où on refait le monde dans un immense lit. Et celle que j'aime, le corps encore nu, malgré la passion, malgré toute l'envie, m'a murmuré, tout doucement: mon amour, j'ai la boule au ventre, dans la bouche comme un coup de sang, et j'ai l'angoisse qui me bouffe dedans. Il faut que ça sorte et que tu l'entendes. Je ne voudrais jamais d'enfant. Elle m'a dit ça presque tendrement, les mains pleines de larmes et les yeux tremblants. Ce n'est pas les sentiments, ni que j'hésite, mais écoute les oracles et leurs prophéties. Ils prédisent l'orage et les eaux terribles. Je l'ai prise pour une démente dans ses délires. Tout ce qu'on avait construit partir en fumée. De notre belle maison je n'ai rien pu sauver, à part quelques cicatrices de grands brûlés. Putain j'étouffe, les braises ont recouvert le ciel de rouge. La foudre sévit et les tours s'écroulent. Le sol a tremblé comme tremblait mon amour. Et j'ai vu la famine rouger des familles. Un homme abattre le dernier animal. Des frères s'entretuer, un coup de canine et se bouffer la chair. C'est l'instinct cannibale, je me suis enfui. Je n'avais pas la force de voir toutes ces horreurs. Et depuis j'attends d'être à jamais emporté par le courant, ou d'être enterré par les sables mouvants. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Et serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Et serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres. Le dernier jugement est daté d'aujourd'hui. Autant s'enfuir si on va tous mourir. Le sentiment d'être dans une course poursuite. Je sens le danger sans savoir où fuir. Je voulais partir au large, il est trop tard. Le radeau de Noé a fait naufrage. Alors serre-moi fort que je sente ton corps. Nos pulsations qui sonnent en cœur. On s'unira face aux titans odieux. On est peu de choses face aux colères des cieux. Je m'accroche à tes yeux, dans l'œil du cyclone. Celui du cyclope rêvera par nos pieux. C'est bête qu'on a fait naître au moins de 100 ans. Réserve pour leurs parents, la pire sentence. Pas de chaise électrique mais les vagues qui s'élèvent. Ma mère pétrole les couleurs des ténèbres. Et j'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Et serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Et serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres.
Bonjour l'hémophile. Bonjour. Tu m'as demandé de te tutoyer, donc je vais te tutoyer. Tu as 24 ans. Tu fais partie de cette génération qui parle de la crise climatique, je dirais, avec ses tripes. Ce titre, Pétrole, ce n'est pas un manifeste, c'est un cri, c'est ça? C'est vrai qu'on entend beaucoup de discours, les scientifiques nous apportent toutes les preuves de l'effondrement qui arrive. Et nous les jeunes, on reçoit toutes ces informations avec cette peur de l'avenir. Mais c'est quelque chose qu'on garde au fond des tripes, parce que ça nous semble politique, et donc on ne se sent pas légitime d'en parler. Et pourtant, cette angoisse, on la ressent dans le ventre. Et moi, j'étais pas du tout habitué à faire des textes engagés. Mais quand j'ai découvert que mes amis, ma copine ne voulaient pas avoir d'enfants, et que ça allait donc nous impacter sur des choix très personnels, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à exprimer autour de ça. Et tu partages, toi, cette peur tu veux des enfants hémophiles ou tu n'en veux pas? Pour l'instant, le futur est l'avenir est beaucoup trop incertain, que ce soit ma vie amoureuse, mais également planétaire. Et donc pour l'instant, c'est des angoisses qui sont mais presque quotidiennes. Et d'avoir écrit ce morceau, moi j'ai vraiment besoin de ça, de passer par l'écrit. Quand j'ai des émotions beaucoup trop fortes, ça te libère? J'arrive pas à exprimer, voilà. C'est vraiment mon moyen d'expression. Et donc là, de faire ce titre, Pétrole, m'a beaucoup aidé dans ces réflexions, justement pour transformer la peur en espoir. Mais on sent malgré tout dans tes mots, dans la façon dont tu chantes, dont tu slams Pétrole, une espèce de rage émotionnelle. Il y a de la colère? Évidemment qu'il y a de la colère quand on voit que les politiques ne nous entendent pas, malgré les marches, malgré les mobilisations. Et donc en fait, ma voix se cumule à des milliers, voire des millions de militants et d'activistes qui œuvrent tous les jours pour que cette voix soit entendue. Et j'apporte finalement un autre langage, comme la danse le fait très bien, comme la vidéo le fait très bien. L'idée, c'est de sensibiliser d'autres personnes, d'essayer d'avoir une autre approche pour que les militants, les scientifiques, les gens qui se battent pour ça soient aussi entendus. Tu as l'impression avec cette chanson de faire ta part dans la dénonciation de ce qui se passe avec cette crise climatique, avec les difficultés de beaucoup de pays à respecter les engagements, notamment des accords de Paris, de la COP21 en 2015? C'était pas du tout l'objectif de mon morceau au départ. Au départ, c'était vraiment juste exprimer cette peur intime. Mais grâce à des collectifs qui m'ont fait confiance, comme le collectif de danse Minuit 12, le collectif Le Bruit qui court, qui m'ont amené à participer à des événements comme la Magma, qui était une marche dans Paris, où j'ai pu chanter. Je me suis rendu compte à quel point ça impactait les gens. Il y avait vraiment une autre atmosphère que dans les concerts, où on est obligé de raconter une histoire. Là, l'histoire, on était en train de l'écrire entre nous. Et donc ça a pris une autre dimension, et je suis très heureux de porter ce message, de ne pas rester dans le silence. Et le message que j'aimerais porter, c'est ça, c'est que c'est pas parce que c'est politique et que ça nous semble très éloigné qu'on n'est pas légitime de parler de ce qui nous tourmente. Tout le monde a la possibilité de l'exprimer si ça la travaille intérieurement. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre et se termine à Dubaï la fameuse COP28. Ça, c'est de la politique. Tu te sens concerné par ces grands rendez-vous? Est-ce que tu en attends quelque chose? Je me sens évidemment concerné, je le suis, mais ça me paraît en même temps tellement éloigné, et c'est nécessaire. Et c'est formidable qu'il y ait encore des scientifiques qui aillent pour se battre, pour défendre nos positions, des activistes. Mais le combat doit être dans chaque sphère de la société. Ça va tellement nous impacter dans notre quotidien, dans nos choix personnels, que je pense qu'il faut que le combat continue au-delà de ces grands rendez-vous politiques.
Merci beaucoup l'hémophile d'avoir partagé ce titre avec nous et d'avoir répondu à ces questions. Je crois, Chloé, que vous êtes avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Valérie Martin et elle aime beaucoup l'hémophile. Effectivement, Françoise, Valérie Martin nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bonjour Chloé. Alors vous travaillez à l'ADEME, cette institution publique qui œuvre depuis 30 ans pour la transition écologique. Alors vous aidez aussi bien les citoyens, les entreprises que l'État sur plein de sujets différents. Ça peut être le logement, l'alimentation, entre autres. Lorsque vous entendez l'hémophile, ce jeune homme qui a 24 ans, qui slame l'effondrement de la planète, qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens quelque chose en fait qui me touche beaucoup au cœur. Je pense que par rapport à ce qu'a dit l'hémophile tout à l'heure, c'est que effectivement, ou vous également, mesdames, ce que vous avez pu dire, c'est qu'on peut effectivement, on a besoin aujourd'hui d'informations concrètes. On les a. On a des chiffres, des statistiques, des rapports qui sont extrêmement clairs. Aujourd'hui, on met en péril l'habitabilité même de notre terre. Pour autant, alors que de plus en plus de gens disent « j'ai conscience de notre rôle, de notre responsabilité, du fait que eh bien, les activités humaines sont responsables du changement climatique », pour autant on voit une dissonance entre ce que les gens expriment et ce qu'ils font réellement. Ils font un certain nombre de choses, mais ça ne va pas assez vite. Et peut-être que jusqu'à présent, on a utilisé, comment je vais dire ça ? Des arguments qui sont extrêmement rationnels, qui sont indispensables. L'information, elle est indispensable. Mais on a besoin aussi de choses qui nous touchent davantage au cœur. On a besoin de l'émotionnel, du sensible. Et à ce titre-là, les artistes ont un rôle. Ils ont un rôle parce qu'ils renvoient des représentations de notre société. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire évoluer les représentations de notre société. On vit dans une société qui est, je veux dire, très consumériste, technosolutionniste. Comment fait-on pour faire émerger une solution, enfin une société qui soit plus sobre, qui soit compatible avec le vivant? Alors, et c'est ça l'enjeu. Avant d'aller plus loin, on a vu qu'à travers la chanson, la danse ou encore le film, on pouvait faire passer des messages, mais vous avez une solution assez innovante, une campagne de publicité assez étonnante. On va regarder 2 petits extraits, puis on en parle juste après. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? J'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous êtes bizarre, vous, comme vendeur. Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs. Et ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous. Hein. Oui. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Il est trop bien celui-là. T'es sûr? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, mon téléphone est complètement HS et on a repéré ce modèle, vous en pensez quoi? Ah, il est génial. Ah, tu vois, je t'avais dit. Mais je vous déconseille de l'acheter. Quoi? Vous êtes pas très vendeur, vous? Ah non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Oh. Non, mais attendez, je dévends pas tout si c'est mieux pour vous et pour la planète. Je peux vous conseiller ce modèle reconditionné, aussi bien, également garanti, mais moins cher. Je te l'avais aussi conseillé celui-là. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Alors cette campagne a été diffusée à la télévision du 14 novembre au 4 décembre. Ça a été une campagne à la télévision mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a un certain paradoxe, on est quand même sur la chaîne de la francophonie. Vous parlez de dévendeur, ce mot n'existe pas, on est d'accord? Non, ce mot n'existe pas, nous sommes tout à fait d'accord. En fait, c'est un conseiller de vente atypique, mais c'est un petit peu comme votre conscience. Elle vous invite, en fin de compte, et ce dévendeur vous invite à vous poser les bonnes questions avant d'acheter. En fin de compte, c'est vous interroger sur votre consommation. Parce que c'est aujourd'hui essentiel si on veut réduire fortement le gaspillage des ressources. Tout ce qui est lié au plastique vient aussi de nos modes de consommation, voire de surconsommation. Et donc l'idée avec ces spots télévisés, c'est d'inciter les personnes avec humour à reprendre la main sur leur consommation, à se poser les bonnes questions avant d'acheter. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. On voit bien là dans les 2 spots que vous avez présentés, dans un cas, le premier spot sur la ponceuse, la personne va se servir peut-être d'une fois, peut-être 2 de cette ponceuse. On n'en a pas besoin tous les jours. Alors pourquoi ne pas privilégier d'autres modes de consommation alternatifs qui existent déjà? On a des solutions concrètes qui existent. On
peut privilégier location, emprunt. Et puis quand on a vraiment besoin d'acheter, c'est l'objet du deuxième spot, où la jeune femme dit « mon téléphone est complètement HS », alors dans ces cas-là, on vous propose de réfléchir, justement, plutôt que d'acheter du neuf directement, de privilégier le reconditionné. Et le reconditionné, c'est 8 fois moins d'impact sur l'environnement que le neuf. Et c'est ça aussi où je trouve que c'est important, c'est de pouvoir justement inciter les gens à se poser les bonnes questions, mais en s'interrogeant eux-mêmes, en se projetant et en se disant « est-ce que j'en ai vraiment besoin et dans quelle situation je me trouve ?» Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons être amenés à faire ce type de questionnement intérieur et on pourrait limiter beaucoup l'utilisation des ressources. Valérie, avec ces petits films, vous pensez que cela va permettre aux consommateurs de reprendre la main sur leur consommation là, vous utilisez des codes de la publicité. Tout à fait. Voilà. Alors, d'ailleurs, on peut se demander aussi, c'est une autre question, pourquoi vous avez été chercher ces codes? Et est-ce que ça permet vraiment aux consommateurs de se questionner, de reprendre la main sur leur consommation? Je pense que c'est indispensable d'utiliser l'ensemble des codes. On a vu la culture, elle nous permet de changer nos représentations. La publicité peut aussi être en faveur de la transition écologique à partir du moment... C'est un pied de nez à la publicité, parce que la publicité, c'est fait pour vendre. Exactement. Mais c'est fait aussi, dans certains cas, quand c'est porté par un organisme comme le nôtre, pour faire passer un certain nombre de messages, en interpellant, en permettant aux gens de se poser des bonnes questions. Bon, aujourd'hui, c'est clair, l'essentiel des messages publicitaires qui sont diffusés sont des messages commerciaux qui nous incitent plutôt à la surconsommation. Avec ces spots, l'objectif, c'est de véritablement permettre aux gens de leur dire, voilà, et si on changeait ? Et on les laisse pas uniquement avec des spots publicitaires, puisqu'on les renvoie vers un site, épargnonsnosressources.gouv.fr, où ils vont trouver tout un tas d'outils extrêmement pratiques qui vont les aider à pouvoir passer à l'action quelque part. Donc du concret. Juste un mot peut-être, alors on ne va pas en parler, mais un de vos spots a fait réagir l'industrie du textile, il a même fait réagir un ministre, parce qu'il faisait réfléchir les consommateurs sur l'achat d'un vêtement, en l'occurrence c'était un polo qui pouvait apparaître superflu. Vous pensez vraiment qu'une consommation alternative est possible, notamment à cette période de l'année? Nous sommes à quelques semaines de Noël, c'est une période de l'année où l'on consomme beaucoup. Vous pensez que le public peut être réceptif à vos messages? Oui, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le ministre, le Green Friday, ça existe aussi. Et le fait de devenir, plutôt que des consommateurs uniquement, mais de reprendre le pouvoir et de devenir des citoyens, de s'interroger sur ce qui nous entoure, sur le gaspillage des ressources et sur la question des besoins réels qui sont les nôtres. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure date que celle de quelques jours avant le Black Friday. Mais justement, on voit que vous tentez de faire passer de nombreux messages aux téléspectateurs, aux citoyens, aux Français pour consommer différemment. Mais est-ce qu'on peut arriver à faire passer ces messages de sobriété sans faire culpabiliser pour autant? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Oui, ce sont des questions que l'on se pose. Pas avoir l'impression que c'est un discours de sachant, un discours qui est culpabilisant, un discours moralisateur. Et on le voit dans ces spots, justement, ça a été tout le travail que nous avons essayé de faire en ayant ce personnage atypique qui, en gros, nous conseille avec humour. Et je pense que là-dessus, c'est très important, justement, de ne pas être dans la culpabilisation. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On a déjà vu, les personnes se détournent en se disant « mais ça va encore venir sur mes seules épaules ». Il ne faut pas oublier que ces spots, cette campagne publicitaire, elle va s'adresser dans un premier temps, c'est un premier volet aux consommateurs, mais dans un deuxième temps, il y a un deuxième volet qui va sortir début mars, qui va être dédié aux professionnels et aux collectivités territoriales, avec un focus particulier sur l'éco-conception. Parce que bien évidemment, il faut qu'on parle à la fois des modes de production, des modes de consommation. Aujourd'hui, il y a un enjeu terrible. Quel récit collectif voulons-nous faire émerger? Alors on va parler de ça tout à l'heure, mais peut-être une réaction de Julie et de Jeanne à ce que l'on vient d'entendre sur cette consommation alternative. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous vous sentez concerné par ces problématiques?
Alors moi, je pense vraiment que seul l'humour et la beauté et l'amour peuvent vraiment sauver le monde. Et c'est fou de voir en fait que toutes les solutions existent déjà et que l'idée principale, c'est de les montrer, c'est de les porter, chacun avec nos propres armes, mais tout existe. L'humain a déjà inventé beaucoup de choses et en fait toutes les solutions elles sont là entre nos mains, il faut juste le rappeler aux gens. Une petite piqûre de rappel. Oui, Jeanne, on voit acquiescer depuis tout à l'heure. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et je trouve ça très pertinent ce que vous menez parce que je crois qu'on se sent aussi seul parfois. Oui. Il y a une certaine solitude face à toutes ces informations et peut-être pour certains la peur de mal faire, la peur de ne pas bien comprendre, alors on s'en détourne. Et là, vous ne donnez pas un discours moralisateur, mais vous créez cette espèce d'ange des vendeurs qui vient accompagner les gens. Et je crois que c'est très important de tendre la main, de guider, de dire il y a un autre message global qu'on donne qui est possible et qui est vraiment global. Parce que un par un, on peut le faire quand on a peut-être été préparé à cela ou comme Julie qui danse dans l'eau, moi qui suis de la montagne. Enfin, on voit la nature tous les jours ou depuis qu'on est enfant, mais il y a plein de gens qui ne voient pas ça. Et si on ne leur donne pas la main, si on ne les guide pas, on se retrouve seul et on fait moins peut-être. Mais oui, parce que en fait, parler d'écologie, c'est parler du quotidien, c'est parler de santé, c'est parler d'alimentation, de conflits, d'alimentation, de mobilité. Voilà. Et il n'y a pas, exactement, et il n'y a pas de vivre ensemble, même, je serais tentée de dire. Parce qu'on est dans une crise des relations au monde, à l'autre, aux autres, aux vivants en règle générale. Et c'est ça qu'il faut que l'on retrouve. Mais je trouve que le plus important, c'est aussi de faire comprendre à tout le monde que c'est de son quotidien dont on parle. C'est pas de quelque chose qui est éthéré ou on lit qui est dans quelque un rapport part scientifique. Exactement, c'est concret. Voilà. Et justement, ça me permet de faire une parfaite transition, Valérie, parce qu'on va regarder, avant de continuer, une vidéo de Brut, qui a réalisé en collaboration avec Julien Vidal, qui a lancé le mouvement Ça commence par moi, toute une série de vidéos, justement, pour pouvoir consommer autrement. Et là, il nous montre une solution. Regardez. Chez nous, nous avons tous un énorme hippopotame. Un hippopotame qui pèse 2,5 tonnes. Et ça, c'est le poids de nos objets. Quand un Français veut s'équiper en objet, c'est comme s'il faisait 6 allers-retours Paris-New York en avion. Ça émet beaucoup trop de CO2. Ce CO2, il pèse. Il est temps de le réduire et je vais vous montrer comment. Salut César. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Le four. Quelle est la panne? Il chauffe que d'un côté. Ah, celle en haut? En haut, ouais. Plutôt que de jeter à la première panne, on peut venir dans des endroits comme ça avec des spécialistes qui nous permettent de réparer en moyenne au moins 50% des objets qu'on amène très simplement à moindre coût. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où on répare nos objets, on redevient acteur de sa consommation. On coupe complètement l'herbe sous le pied des grands industriels qui nous poussent à toujours acheter en ayant des produits à la durée la plus courte possible. Et donc du coup, on allonge la durée de vie de ces produits et finalement, on redevient consommateur. Merci Julien Vidal de nous avoir rejoints. Alors, je crois que vous vous connaissez un petit peu avec Valérie Martin. Lorsque vous avez regardé ces spots depuis, vous en avez pensé quoi? Je me suis dit que ça faisait du bien d'entendre un message alternatif et de se rendre compte qu'en réalité, la consommation, la surconsommation dans nos vies, c'était pas une finalité, mais un simple moyen en réalité. Donc je trouvais que ça mettait notre acte d'achat à sa juste place et que ça faisait du bien. Et c'est vrai que dans notre société où tout est tourné autour du fait de travailler, dormir, respirer pour acheter, pour consommer, reposer la question de ça, forcément ça secoue. Et bravo à toutes les équipes qui ont mis en place ce message parce que j'imagine que ça a dû secouer aussi. Et à la fois, en même temps, c'est juste limpide, c'est simple. En fait, ça tient de l'évidence. Et c'est souvent les messages les plus simples qui sont les plus difficiles à faire passer. Oui, c'est ça. Pas comme quelque chose de fatal, de final, mais comme au contraire, une première action, un premier moyen de recréer du vide dans nos vies et qu'on remplira, et on le dit depuis le début de l'émission, par d'autres choses qui nous font autrement plus du bien que d'accumuler des trucs, des machins, des bidules sur nos étagères. Ouais. Alors vous, votre parcours a évolué justement depuis le mouvement Ça commence par moi. On était vraiment centré sur des choses individuelles. Vous avez mûri cette réflexion maintenant pour la porter jusqu'à l'échelle de la société, puisque vous avez lancé le mouvement 2030 glorieux cette fois-ci
pour faire écho aux fameuses 30 glorieuses d'après-guerre qui, selon vos dires, étaient arrivées à leur apogée grâce notamment aux énergies fossiles. Aujourd'hui, vous voulez montrer une autre société, plus juste, plus durable, mais plus heureuse aussi. Bien sûr. D'où est arrivée cette évolution? Pourquoi? En fait, je suis pas le premier à le dire, loin de là, qu'on existe à travers les histoires qu'on se raconte et que nous, les êtres humains, on a un super pouvoir, celui d'arriver à aller dans le sens où on regarde. Et donc, malheureusement, actuellement, on utilise ce pouvoir de la prophétie autoréalisatrice de manière négative, en se disant que demain va être pire. Demain, on a entendu les mots effondrement, on a entendu tout un tas de vocabulaire autour du catastrophisme, etc. Effectivement, c'est une possibilité. Et si on regarde autrement, si on se dit que demain peut être mieux et qu'on a plein de nouvelles abondances et de nouvelles croissances et de nouvelles énergies, et qu'on décide, nous, êtres humains, de sortir de notre rôle de surconsommateur, gaspilleur, jeteur, qui prend, et qu'on se rend compte qu'on peut avoir un impact positif, plein d'impacts positif, alors on commence à faire advenir ça. Et donc moi, j'ai envie, et c'est particulièrement, je pense, nécessaire en France, parce qu'on est quand même les champions du pessimisme, de se dire que demain peut être mieux et que, comme quand mes grands-parents me racontaient une époque où on se réveillait en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va obtenir, de quoi on va être fier, qu'on puisse recréer ce lien de désirabilité avec l'avenir, et encore mieux même, parce que je comprends que ça soit pas évident en ce moment, parce que c'est un peu le flou quand même, artistique, pour le dire comme ça, autour de ces enjeux de demain, de se dire qu'en fait ce flou, ce vide, ça nous donne l'occasion de reterritorialiser nos rêves, de les remettre à proximité de nos vies, de nos villes, ça fait du bien. Oui, parce que ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous ne montrez pas que c'est demain, vous montrez que c'est déjà aujourd'hui. Avec Absolument. Le podcast que vous avez lancé, vous montrez en fait des hommes, des femmes qui, comme peuvent le faire Julie ou Jeanne, avec leurs compétences, transforment en fait leur métier et sont en quête de sens quelque part. Parce qu'en fait, quand on se dit, bah oui, ok, je change le monde, on a l'impression qu'il faut simplement réduire et on ne sait pas ce qu'il y a après. Et donc, dans les 2030 Glorieuses, qui est au début un podcast, je me suis dit, et quelles sont les personnes qui déjà font les nouvelles abondances qui se normaliseront absolument demain? Et avec eux, on réfléchit à, bah tiens, quand ça sera presque commun, quand on se posera même plus la question à quoi ressemblera la France? Et en fait, nous, les êtres humains, on est tellement irrationnels qu'en plus, ça peut aller hyper vite. Et donc, pourquoi pas 2030 Glorieuses en se disant que ce serait peut-être 2032, 2037? Et pourquoi pas, en fait, les historiens derrière ne diraient pas, mais en fait, ça a commencé dès 2023, allez ici, à l'atelier des Lumières, maintenant, pourquoi pas? Et puis en plus, derrière, on en fait un atelier aujourd'hui qui a permis de faire voyager des milliers de personnes en 2030 Glorieuses. Et à chaque fois, c'est fou, parce qu'on se rend compte que même nous, les Français, on est utopistes. On a la capacité à se dire que demain peut être mieux assez rapidement, mais surtout que quand on rêve collectivement, c'est là où il y a une sorte de magie qui opère, et très vite on se défait des codes qui nous enchaînent en fait. Tout à l'heure vous parliez de communiquer avec la pub pour dénoncer la pub. En fait c'est toute une histoire d'histoire tout ça. C'est juste ça. C'est un narratif. C'est un narratif, c'est une fiction. Nous on est des êtres fictionnels et donc il faut qu'on se raconte des histoires. C'est juste, est-ce que nous pour une fois on pourrait pas être amenés, les individus, les citoyens, à être acteurs de nos propres histoires? Mais alors, dans le podcast dont parlait Chloé, vous avez une multitude de profils avec des multitudes de compétences, oui, c'est ça. Dans l'agriculture, dans la construction, dans l'architecture, dans la finance, effectivement. C'était quoi les critères pour sélectionner ces profils? Que ce ne soit pas des Parisiens, des Parisiennes, que ce ne soit pas que des hommes blancs de plus de 50 ans, qu'en fait, ça soit de tous les profils, de tous les âges, de toutes les expériences, mais surtout relocalisé. Je disais tout à l'heure, le mot est un peu facile, de reterritorialiser nos rêves. Je pense qu'on a besoin de voir dans les gens qu'on écoute, qu'en fait ça pourrait être nous. On a besoin de s'identifier. Et malheureusement, c'est vrai que là, je pense qu'on peut faire mieux que s'identifier à Elon Musk et à Jeff Bezos. Et donc, en fait, on en a plein, des gens autrement plus sexy, autrement plus enviables, autrement plus joyeux aussi. Je pense que passer par le bonheur, c'est important. Qui sont juste à côté de chez nous, qui font tout un tas de choses. Et pourquoi ils pourraient séduire? Pourquoi ils pourraient séduire et constituer une forme de modèle? Parce que ces gens-là, ils sont heureux. Ils sont heureux de vivre leur vie. Ils ont l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Et si on leur disait, là, vous venez de gagner au loto, vous avez 30 millions d'euros, vous faites ce que vous voulez, j'aurais tendance à penser qu'ils feraient pas vraiment différemment de ce qu'ils font actuellement. Et donc c'est comment en fait on se rend compte que parce que on les met en avant ces gens-là, on nous permet à nous de les regarder en se disant oui c'est vrai. En fait ils étaient autour de moi, je les voyais même pas parce qu'on avait d'autres codes qui nous disaient oui il faut ressembler à l'entrepreneur qui a réussi tout, le
fameux self-made man ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, il y en a plein des gens, si on change nos boussoles, si on change nos valeurs, qu'on regarderait en se disant mais bien sûr, ils sont déjà là. Et on l'a dit tout au long de l'émission, mais en fait, les mondes de demain, ils sont déjà là. Donc c'est juste une question de changer d'échelle et c'est ça qui est enthousiasmant. Et de mettre le projecteur sur eux. Exactement. Sur elles. Raconter ces histoires de ces gens-là autour de nous qui le font déjà. S'ils le font, pourquoi pas nous? Alors Valérie Martin, quand j'entends Julien Vidal, je me rends compte que vous êtes très très proche en fait dans ce que vous voulez envoyer comme message. Cette société désirable, vous en parlez d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. C'est une société où en fait la sobriété ne rime pas avec contrainte, avec privation. C'est une société où il y a une abondance de liens humains. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, on est dans une crise des relations à l'autre et aux autres. Et il y a un enjeu à reconstruire les liens qui nous unissent pour pouvoir faire récit commun, un autre récit commun, celui à la fois d'une sobriété ou de sobriété désirable, mais aussi d'une résilience solidaire. La notion de justice, on l'a peu abordée depuis le début de l'émission, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important. La transition écologique, il va falloir qu'on y aille tous, pas simplement certains, pendant que les autres restent sur le bas-côté. Ça, il n'en est pas question. Transition solidaire, c'est ce que vous dites. Transition solidaire, tout à fait. Je pense que ça, c'est aussi important. Et puis, c'est quelque chose aussi, cette société désirable, c'est quelque chose qui nous donne envie de nous remettre au centre, de reprendre le pouvoir en tant que citoyen. Il y a quelque chose aussi qui est lié à la démocratie, qui est important et qui est sous-jacent dans ces questions d'une nouvelle société qui soit plus solidaire, plus juste. Mais il faut, et je pense là-dessus qu'on l'a tous dit, il faut accélérer la mobilisation. Il y a un enjeu de mobilisation énorme et donc de passage à l'action et d'accompagnement au passage à l'action. Il faut qu'on montre que c'est possible, que c'est réalisable. Et qu'on ne va pas perdre, au contraire, on va gagner. Mobiliser avec le rire, Chloé. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, on a différentes façons à travers différentes facettes du monde artistique et l'humour en fait partie. Je vous propose d'écouter Verino, qui est un incroyable humoriste qui a fait un trait d'humour sur la COP28 actuelle. On en parlera juste après. Chaque année, pendant les COP, on se dit, ce serait bien qu'on en parle plus. Cette année, COP28 à Dubaï, on en parle. Hein. Ah là là, au niveau de la com, très belle idée, quoi. Très très belle idée. Je pense qu'il y a des gars qui se sont dit mais pourquoi pas une conférence sur le climat à Dubaï? Bah, je vais te dire pourquoi pas. Pour la même raison que pas de mariage dans un cimetière, mon ami. C'est la même... ça n'a rien à foutre là, quoi. Mais il y a un moment, t'as pas l'impression que c'est une blague? Tu te dis même à quel point ça peut être plus absurde. C'est pas possible. Plus absurde que la COP28 à Dubaï? Non. Eh bah si. Bah si, mon ami, puisque le président de la COP28, c'est le sultan Al-Jaber, qui est aussi le président de la compagnie pétrolière nationale émirati. C'est le même gars. C'est... voilà. Et il y a des mauvaises langues qui disent qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. N'importe quoi. J'ai vu un article d'après la BBC. Il a même profité, le sultan, de la COP28 pour rencontrer 27 gouvernements pour leur vendre du pétrole après. Et c'est un conflit d'intérêts, ça? Non, désolé, c'est de l'écologie. C'est de l'écologie, forcément, parce que regarde, là, ils sont déjà là. Ça sert à rien de leur refaire faire un deuxième. Eh ben, c'est les petits gestes. Cette mauvaise langue. Juste pour que tout le monde voit bien ce que c'est, la COP28, c'est 97 000 personnes qui arrivent en avion au milieu du désert, dans une salle climatisée, à écouter le PDG d'une entreprise sur les hydrocarbures qui te dit « il faut pas polluer ». C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et c'est lui le chef. Moi, c'est presque ça qui me détruit le plus sur sa peau. C'est lui le chef. C'est le mec qui organise la réunion d'Alcooliques Anonymes qui dit 100 jours sans alcool pour Didier. Champagne. C'est exactement ça. Ça vous fait rire, Julien Vidal. Ouais, Verino, pour ça, il passe par l'absurde. Et en fait, c'est vrai, quand on l'entend dire ça, ça nous fait vraiment rire, mais ça nous fait aussi nous dire, mais c'est vrai qu'en fait, c'est complètement con, quand même, de le faire. Et donc, de le dire comme ça et d'en rire, ça fait du bien. Ça fait du bien à condition que ça nous mette en mouvement et que ça nous mobilise en disant, bah non, en fait, plus jamais ça, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc là, c'est bien, je crois qu'on a touché le fond. On est au fond de la piscine, comme quand j'étais gamin et qu'on allait, avec mon frère, essayer de toucher le fond des 5 mètres, là. On a le pied sous hein, on est pas mal au fond de la piscine. Pousser, vous parlez une aptéiste. Alors justement... non, c'est bon, je crois. Julie, Jeanne, on avait ouvert quand même cette émission avec vous. On aimerait la conclure avec vous pour justement essayer de comprendre
À travers cet environnement qui semble pourtant défaitiste, où on parle aussi d'effondrement, est-ce que vous pensez que la lumière est au bout du tunnel et qu'on peut arriver à toucher cette société beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie finalement dans ce monde de demain qui est déjà aujourd'hui par endroits? C'est la force de nous tous ici, c'est la capacité d'inventer des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires. C'est ce à quoi ont toujours servi les poètes et les artistes, c'est essayer de penser. On peut pas imaginer quelque chose qui soit pas palpable. Si quelqu'un d'autre l'a dit, si quelqu'un d'autre l'a pensé, si on a des penseurs, si on a des gens qui rêvent, c'est tellement important d'être dans le rêve et de pouvoir transmettre ces rêves pour que les gens puissent transformer ces rêves en réalité. C'est vraiment essentiel, et surtout aujourd'hui. Jeanne, vous êtes aussi dans cette dynamique de transformer ces rêves en réalité? Oui, tout à fait. Et je crois aussi que... Enfin, je tiens à croire que la lumière vaincra les ténèbres, toujours, et qu'il faut continuer à le croire. Et que, comme vous le disiez, des nouveaux modèles, c'est tellement important. Sans modèle, parfois, c'est difficile de grandir. Et je pense aux enfants, et je pense aux jeunes, et je crois que c'est nécessaire, et c'est presque une mission qu'on a, non, de les emmener avec nous. Et vous parliez de joie, c'est rare. Moi, j'aime à parler de légèreté, de joie. On n'en parle pas si souvent que ça. Finalement, on a le droit d'être joyeux et de créer avec ça, et de justice aussi. On n'a pas non plus tous les mêmes outils pour pouvoir protéger cette planète. Si on en a plus que d'autres, faisons plus et essayons d'emmener les autres avec nous. Valérie, vous avez la sensation que le mouvement est en marche quand vous voyez ces personnes sur ce plateau? Oui, je pense qu'il y a un mouvement qui est en marche, et on a lancé une très belle initiative avec Valérie Zoïdo, qui est une autrice, une réalisatrice, avec Atmosphère 21, qui est une association, et Blue Nov et nous, et on est partenaire fondateur de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, et c'est exactement ce que nous sommes en train de raconter. Et dont l'objectif est de créer on n'a plus beaucoup de temps pour en parler, mais de créer des films. Il y a 6 scénaristes qui travaillent en ce moment. Et de créer des fictions. Des fictions ou des séries. Voilà, à partir de... Des films d'animation. Hein. Voilà, à partir des attentes, des besoins exprimés par des citoyens qui ont été également formés et qui ont offert plus de 200 micro-fictions à des scénaristes. Voilà, c'est un beau projet où la joie est au centre. J'aime beaucoup ce que vous dites. La joie, le rêve, le désir, l'émerveillement. La légèreté, c'est ces mots qui résonnent beaucoup ce matin. Je voudrais, avec Chloé, on voudrait vous remercier d'avoir participé à cette première étape de la piste de la francophonie. Avant de nous quitter, le jour se lève ici à Paris. On voudrait entendre encore un tout petit peu l'hémophile avec ce titre et sur les toits de Paris, cette chanson, La tendresse. On écoute l'hémophile. Et on a gardé de la tendresse qu'on a cachée sous la haine pour que ça fasse un peu moins mal de ne plus se dire je t'aime. On a gardé de la tendresse qu'on a cachée sous la haine pour que ça fasse un peu moins mal de ne plus se dire je t'aime. Et on a gardé de la tendresse qu'on a cachée sous la haine pour que ça fasse un peu moins mal de ne plus se dire je t'aime. Oui, on a gardé de la tendresse qu'on a cachée sous la haine pour que ça fasse un peu moins mal de ne plus se dire je t'aime. Merci l'hémophile, merci pour toute cette tendresse. C'est vers un autre océan que nous partons maintenant pour la deuxième étape de la piste de la francophonie, direction l'île de Mayotte, où là-bas il est question de valorisation et de la protection de la biodiversité. Et c'est ce que vous allez découvrir sur les sites de l'archipel avec Anastasia Laguera. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Dans un court instant, on va vous faire découvrir ce que Mayotte a de plus beau à offrir, son paysage unique qu'il convient de préserver. Au menu, des reportages sur ce beau territoire qu'est le nôtre, des invités, mais également des pauses musicales. On se dit à tout à l'heure. Eh bien voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette première étape de la piste de la francophonie. Il est bientôt 7h et nous allons refermer les portes de ce magnifique atelier des Lumières. Nous étions en immersion dans les profondeurs de l'océan et nous avons maintenant en tête beaucoup de rêves et une nouvelle société peut-être plus heureuse qui nous attend pour demain. Merci à vous toutes. Merci beaucoup. Merci.